Pourquoi la concurrence met-elle du temps à arriver sur les rails en région? Je vais appeler Roch Brancourt, Alix Lecadre et Gilles Dansart. Voilà, vous le savez peut-être, pour l'instant, 6 régions ont lancé des appels d'offres pour mettre en concurrence la SNCF. 4 lots attribués, 3 pour la SNCF, 1 pour Transdev en région PACA sur la ligne Marseille-Nice qui débutera son service en 2025. Alors pourquoi cette concurrence peine-t-elle à se mettre en place? Voilà, pour en parler avec nous, Roch Brancourt, bonjour. Vice-président de la région des Pays de la Loire, président de la commission infrastructure, transport et mobilité durable, Alix Lecadre, bonjour. Directeur des offres et métiers ferroviaires de Transdev, et Gilles Dansart, bonjour, rédacteur en chef du site Mobilettre et spécialiste du transport ferroviaire. Alix Lecadre, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Pourquoi le grand soir de la concurrence n'est-il pas encore arrivé selon vous? Pourquoi le grand soir de la concurrence n'est pas arrivé? Parce que dans le ferroviaire, tout dure longtemps. Plus sérieusement, on ne peut pas passer d'une situation de monopole à une situation de marché complètement ouvert du jour au lendemain. Ça demande plusieurs conditions. Ça demande bien évidemment qu'il y ait des acteurs qui rentrent sur ce marché, qui s'y développent, qui s'approprient les conditions spécifiques de ce marché, puisque chez Transdev, nous sommes opérateurs depuis 20 ans de trains régionaux en Allemagne. Pour autant, circuler en Allemagne et circuler en France, il y a des similitudes, certes, ça reste du ferroviaire, du transport de voyageurs, mais il y a aussi quand même un écosystème français à s'approprier, des conditions techniques qui sont différentes entre l'Allemagne et la France, et donc bien évidemment, ça demande un investissement important, tant en compétences techniques qu'en investissement financier pour pouvoir rentrer sur ce marché. Par ailleurs, le temps des appels d'offres est là aussi assez long finalement, puisqu'entre le moment où une région commence à envisager de mettre un lot sur le marché et le moment où il est attribué, il se passe entre 2 et 3 ans. Et ensuite, on a une période de préexploitation qui, en fonction des différentes spécificités du lot, peut durer entre 18 mois et 3 ans. Raison pour laquelle on a commencé l'appel d'offres en région sud en 2019 et où le premier train, finalement, ne circulera qu'en juin 2025. Donc tout ça prend effectivement un peu de temps. Roch Brancourt, il y a encore beaucoup de barrières à l'entrée pour les nouveaux entrants. Bonjour à tous. Je pense qu'il y a encore des barrières à l'entrée, oui. Je pense qu'il y en a. Et il appartient à aux autorités organisatrices que sont les régions, dans le cadre de l'ouverture de leur réseau à la concurrence, d'aplanir le plus possible, de faire tomber ces barrières. Donc c'est ce à quoi nous nous sommes employés en Pays de la Loire à la faveur d'un premier appel d'offres. Je sais qu'on va tout de suite m'opposer le fait que c'est l'opérateur historique qui a remporté l'appel d'offres, mais je pense qu'il faut le voir comme une étape. Et c'est comme ça que nous l'avons conçu et que nous avons mené cette procédure et que nous continuons à préparer les suivantes. Il y avait encore, il y a quelques jours, nous avons reçu les 4 opérateurs qui ont répondu pour faire un rendez-vous personnalisé de retour d'expérience suite à ce premier appel d'offres. Et donc, on s'inscrit dans cette logique de faire tomber les barrières. C'est compliqué, Gilles Dansart, pour les nouveaux entrants, encore? Bonjour, moi je ne suis qu'un observateur. Donc en tant qu'observateur, justement. Je suis évidemment moins bien placé que les différents acteurs, l'opérateur Transdev, l'autorité organisatrice et aussi l'opérateur historique. Ce que je vois de mon propre poste d'observation, l'opérateur historique sous la forme de SNCF Voyageurs se défend, et se défend plutôt bien, avec de gros moyens. Il a sans doute été un peu pris de surprise dans la région sud, mais depuis, il consacre beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens à défendre son périmètre historique. Et donc ça, il faut prendre ça en compte. Deuxième chose, et Alix Lecadre l'a signalé, c'est difficile pour les opérateurs alternatifs et pour les AO d'appréhender un système existant, qui est le système qu'on peut qualifier de système SNCF, avec ses pesanteurs, avec son histoire. C'est pas simple. On a vu qu'il y a eu plein de procédures par rapport à la circulation des données, à la fourniture des données historiques. Et donc, c'est pas simple. Mais d'une certaine façon,
J'aurais tendance à dire que c'est aussi à l'honneur des opérateurs alternatifs de ne pas faire n'importe quoi. Finalement, c'est assez simple de gagner un appel d'offres. Vous faites des prix très bas. Ça arrive dans l'urbain. On fait des prix très bas et puis après, on se fait la cerise avec des avenants. Là, ils ne font pas n'importe quoi. Il y a d'ailleurs des opérateurs qui sont dans la salle qui ont jeté l'éponge au cours de certains appels d'offres, pour des raisons qui leur appartiennent, mais ils ont considéré qu'ils ne pouvaient pas tenir par rapport au contexte, par rapport aux différents éléments qui leur étaient fournis. Et donc, c'est un peu à leur honneur que d'essayer de construire quelque chose de durable. Et de ce point de vue, la période n'est pas facile, parce qu'on voit bien que la croissance de l'offre telle que la plupart des AO, et c'est le cas aussi en Pays de la Loire, est au programme, et le système ferroviaire tel qu'il existe, il n'est pas vraiment configuré pour ça. Juste une petite chose, on s'est demandé pourquoi le réseau express métropolitain de Strasbourg, ça n'avait pas très bien marché. Mais tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas tenir les promesses, parce que le système n'est pas mûr. Mathieu Chabanel le disait, le système n'est pas suffisamment robuste, costaud pour accueillir 1000 trains. Il peut en accueillir à peu près 700. Que culturellement, du point de vue des routines d'exploitation, de l'état d'esprit, on n'est pas vraiment fait pour cette industrialisation, et que donc c'est un contexte aussi qui est compliqué à appréhender dans le cadre de ces appels d'offres. Donc on est plutôt au petit matin des appels d'offres plutôt qu'au grand soir de la concurrence. Est-ce que les régions sont prêtes à faire le pari des nouveaux entrants? Est-ce que finalement, c'est pas rassurant de choisir l'opérateur historique? Évidemment que c'est rassurant de choisir l'opérateur historique, mais quand on a un petit peu de vécu avec l'opérateur historique, on sait qu'on a tout intérêt à s'organiser pour qu'il y ait une réelle concurrence sur les appels d'offres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là, je vais parler du point de vue d'une région qui est celle dont je m'occupe. Pour nous, cette ouverture à la concurrence, c'est aussi un stimulus pour faire évoluer notre vision, déjà notre organisation, nous organiser pour récupérer des compétences et du pouvoir dans la relation avec les opérateurs, l'opérateur historique aujourd'hui, mais les autres opérateurs demain. Ensuite, pour enrichir, construire une vision de long terme sur ce qu'on veut de notre réseau TER, le faire évoluer, parce qu'on a parlé des délais, des procédures, mais il y a un facteur qui rallonge les délais, c'est quand vous voulez construire un centre de maintenance, par exemple. Aujourd'hui, on est dans un système très centralisé. Les trains de la région Pays de la Loire, ils ne sont pas tous maintenus à Nantes. Il y en a qui vont être maintenus à Rennes, d'autres à Tours. Et si on veut développer l'offre, il faut reconfigurer la maintenance. Donc il faut pouvoir prévoir ces investissements, qui sont des investissements structurants, lourds, longs, etc. Donc ces procédures-là, elles permettent d'abord aux régions de vraiment prendre pleinement à leur charge cette vision de comment on veut développer le TER, et puis de rentrer dans les complexités des trains de long parcours. Si je veux développer l'offre, quel effet d'éviction ça peut avoir sur le fret? C'est tout un tas de questions qu'on s'est posées, nous, en Pays de la Loire, quand on a posé une stratégie qui visait avant tout à dire jusqu'où je veux aller en termes de développement du TER, et ensuite comment je vais m'organiser pour le faire, et pourquoi j'aurais besoin d'une vraie concurrence entre les opérateurs pour pouvoir aussi aller chercher de la productivité, de la capacité à réaliser tout ça. Donc il faut réinscrire tout ça dans ce cadre. Et de ce point de vue-là, je pense que toutes les régions, à un rythme qui peut varier en fonction du positionnement politique des uns, du rythme auquel ils rentrent dans le sujet, mais finalement, l'ouverture à la concurrence est un outil, c'est pas une fin en soi. Et c'est un outil dans lequel qu'on s'approprie le plus vite possible. Mais on a tout intérêt à le faire. Donc à court terme, au moment de prendre une décision, on peut se dire « Ah, c'est inquiétant », mais finalement, on a tout intérêt à faire en sorte que la concurrence soit la plus totale possible, en tout cas l'équité entre les candidats soit la plus grande possible. Je vais le prendre dans l'autre sens. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine frilosité de la part des opérateurs alternatifs, des acteurs qui continuent de penser que le marché français n'est pas complètement dérégulé? En tout cas, pas du côté de Transdev, puisque ça fait 10 ans qu'on s'est investi sur l'ouverture du marché du transport ferroviaire régional de voyageurs. Donc aujourd'hui, on est dans le vif du sujet, puisqu'enfin, on a des appels d'offres qui ont lieu. Donc non, on n'est pas frileux. En revanche, répondre à un appel d'offres, c'est entre 2 et 3 millions d'euros de coûts. Il faut être sélectif. Donc vous imaginez bien qu'on ne va pas répondre à tous les lots qui sont mis sur le marché par des régions juste pour
répondre. On n'a pas vocation à être des mécènes de l'ouverture du marché à la concurrence au bénéfice des régions, puisque j'entends bien que la région bénéficie d'un certain avantage économique au terme de la procédure. Pour autant, nous, on ne peut pas continuer de mettre de l'argent à perte dans le système. Donc oui, on s'investit là où il y a des régions qui ont effectivement investi dans la maîtrise de leur processus d'appel d'offres. On s'investit également là où on tente à penser que les régions pourraient choisir un concurrent de la SNCF. Rebrancourt. Non, mais je pense que c'est important, je ne l'ai pas dit, et je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire du côté de Transdev. Nous, on a été extrêmement impressionnés quand même par l'investissement de la plupart des candidats qui ont répondu, au premier rang desquels SNCF, Voyageurs, mais aussi des nouveaux entrants qui ont consacré une énergie et des moyens assez importants dans l'appel d'offres, en tout cas que nous avons conduit. Et on est tout à fait conscient que pour les prochains appels d'offres, pour tout un tas de raisons, il faudra qu'on soit au rendez-vous pour créer, pour renforcer les conditions de l'équité et les chances que les candidats les nouveaux entrants puissent remporter des appels d'offres. C'est quelque chose qui est vraiment au cœur de nos préoccupations. C'est la raison pour laquelle on est en contact avec chacun d'eux pour voir comment on va construire les prochains appels d'offres. Et on sait qu'on doit faire bouger des choses par rapport à la première procédure que nous avons conduite pour y parvenir. Gilles Dansart. Oui, j'aurais tendance à dire qu'on pourra juger et répondre à votre question à la fin des appels d'offres. C'est vrai pour Transdev en Sud, et c'est vrai aussi pour SNCF Voyageurs en Pays de la Loire et en Hauts-de-France. Est-ce que les promesses seront tenues ? J'aurais tendance à vous dire de surveiller un peu les avenants et de regarder comment ça va se passer. Je fais une petite analogie avec le marché d'Optile en Île-de-France sur les bus. On arrive à la fin du cycle d'allotissement et des appels d'offres, et déjà, on va avoir les premiers appels d'offres, la deuxième génération des appels d'offres. Et je peux vous dire, on va s'amuser, parce qu'on va faire le bilan des opérateurs qui ont été sérieux, des opérateurs qui ont du mal à tenir leurs promesses, et ça, c'est la vraie sanction de la procédure. C'est est-ce que les promesses sont tenues, est-ce que la qualité de service est là, est-ce que les prix ont été tenus, et c'est là qu'il faut être patient. Et d'une certaine façon, c'est à ce moment-là que l'on saura si les régions ont eu raison ou pas d'être soit prudentes, soit confiantes, enfin, peu importe les adjectifs. Vous parliez à l'instant, Roch Brancourt, de la nécessité de faire des progrès pour créer l'équité. De quel ordre, sur quel sujet ? Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions là-dessus ? En tout cas, on a identifié les sujets qui importent aux opérateurs qui répondent. Je peux les lister très rapidement. Il y a la question de l'accès aux données et surtout du vrai accès aux données. C'est-à-dire, il y a ce que vous avez comme données, le format dans lequel vous les récupérez. Est-ce que c'est compréhensible même par un spécialiste ferroviaire qui n'est pas forcément spécialiste SNCF ? Et puis, dans quel délai vous y accédez ? Donc ça, c'est un sujet. Après, il y a la question de l'assistance à maîtrise d'ouvrage dont s'équipe l'autorité organisatrice, la région en l'occurrence. Et là, ça soulève pas mal de... Je dirais, vu de ma fenêtre, un peu de fantasme. Mais compte tenu de l'insistance avec laquelle on m'en parle, je suis quand même attentif au sujet. Il y a deux types d'assistance à maîtrise d'ouvrage, en tout cas pour ce qui nous concerne. La première, c'est celle de réseau. Et la deuxième, c'est celle d'acteurs indépendants qui nous accompagnent. Et ces assistances à maîtrise d'ouvrage, elles sont déterminantes parce que dans la manière dont nous élaborons notre cahier des charges, on veut laisser aux opérateurs la possibilité de nous faire des propositions sur la manière de construire l'offre, d'allouer le matériel, etc., etc. Et pour ce faire, il faut qu'on puisse expertiser les réponses qui nous sont faites. Et on ne peut pas le faire sans se tourner vers le gestionnaire d'infrastructure, dont le président a souligné tout à l'heure les différentes missions, dont celle notamment de s'exprimer sur la crédibilité de ce qui est proposé. Et puis sur l'expertise hors réseau, on a aussi énormément besoin de cette expertise. Les régions sont un peu de moins en moins, mais sont encore très très fragiles sur le plan des compétences.
en termes d'expertise ferroviaire, parce qu'on sort du monde monopolistique, et dans le monde monopolistique, tout est chez SNCF. Tout est chez l'opérateur. Voilà. Donc, on a besoin de ces expertises. Il faut que les candidats qui répondent aient confiance dans l'indépendance et l'absolue neutralité des AMO, mais c'est un point important. Après, très rapidement, il y a la question de l'indemnisation des candidats. On a entendu le montant que représentait une réponse à un appel d'offres. Il y a la question du niveau où on est plus ou moins explicite dans les cahiers des charges pour que les candidats sachent sur quoi on les attend. Parfois, on est très ouvert, parfois pas du tout. Là où on est très ouvert, ça peut être déstabilisant pour eux. Il y a la question de la période de pré-exploitation. Il y a la question du stock de pièces détachées. Je tiens à dire que dans notre cas, nous avions demandé aux candidats de répondre et de chiffrer les coûts de pré-exploitation, les coûts de stock de pièces détachées. On a quand même mené l'exercice de voir si on sortait ces critères-là de la cotation, est-ce que ça modifiait le rang le rang de notation des candidats? Ça n'était pas le cas, mais ça réduisait les écarts. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille pour les prochains appels d'offres. Et puis enfin, il y a la question aussi RH, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut neutraliser. On avait déjà été un peu innovant dans notre procédure, en fonction des effectifs effectivement transférés à l'issue de la période qui précède l'entrée en service. Ça peut avoir un effet sur le coût d'exploitation pour le nouvel entrant. Et donc, c'est des choses qu'on arrive, je pense, assez bien à neutraliser. Mais c'est une série d'exemples des sujets sur lesquels on travaille. Alors justement, Alix Lecadre, sur tous ces sujets cités, l'accès aux données, la question des AMO, vous, qu'est-ce qui vous paraît essentiel pour créer cette équité dont on parle? Je pense que Roch Brancourt a cité beaucoup. J'ai envie de dire... Dans les axes d'amélioration, finalement, il y a la question du dialogue avec les régions. De façon, j'ai envie de dire, naturelle, les régions dialoguent avec leur opérateur actuel, qui se trouve être SNCF Voyageurs, tous les jours, dans le cadre de l'exploitation du réseau. À partir du moment où on envisage un appel d'offres, il n'y a plus aucun dialogue avec tous les nouveaux entrants, pour des raisons d'équité. Mais le dialogue avec SNCF Voyageurs continue sur le réseau actuellement en exploitation. On va peut-être juste chercher l'erreur. Chercher l'erreur parce qu'à un moment donné, on ne peut pas deviner ce qui est dans la tête de notre AO. Et certes, il y a tout ce qui est dans un DCE, mais il y a tout l'évolution de sa réflexion sur son réseau, sur les services associés, sur les difficultés qu'elle peut rencontrer. Et ça, nous n'y avons plus accès, tandis que la SNCF continue d'y avoir accès via le dialogue qui est mené par ailleurs. Est-ce qu'il faut que la SNCF arrête de dialoguer avec la région sur le réseau qu'elle est en train d'exploiter? Ce n'est pas ce qu'on demande. Pour autant, je pense qu'il faut revoir ces modalités de dialogue entre les différents candidats lors des appels d'offres. Et puis, un petit clin d'œil, pour s'approprier les conditions d'exploitation réelle d'un réseau, on a besoin de l'observer. J'observe que la SNCF a remporté 3 appels d'offres sur 4, mais qu'apparemment on lui fait peur, puisque récemment, on a expulsé nos collaborateurs d'une gare où on observait justement le mouvement des trains pour voir comment ça fonctionnait, quelles étaient les difficultés, quels étaient les axes d'amélioration. C'est étrange. Roch Brancourt, je vous laisse réagir. Je ne réagis pas sur le second point parce qu'il faudra plus de détails, mais en tout cas sur le premier, c'est un point que je n'ai pas mentionné mais que nous avons à l'esprit et je partage tout à fait ce que vous dites, d'autant plus qu'on est sur des procédures quand même assez longues, avec dans les cahiers des charges des points qui sont relativement ouverts. Donc c'est très important de trouver la solution qui ne mette pas en difficulté juridiquement l'autorité qui va attribuer le marché pour que le dialogue se poursuive effectivement dans le cadre de cette procédure. Donc c'est un point qu'on a bien identifié, qui nous a été remonté et sur lequel on fera je pense qu'on sera innovant dans la prochaine étape. Gilles ? Il y a des dispositifs de confidentialité assez stricts qui s'imposent aux différents acteurs, à l'AO, aux candidats. Disons qu'avec les AMO, c'est un peu moins strict. Bon, je ne vais pas m'en plaindre, puisque d'une certaine façon, pour reprendre l'expression d'Alexandre Gallo, il y a des fuites. Mais malgré tout, est-ce que c'est bien sain pour l'équité? Je vais faire le parallèle avec l'ouverture des marchés urbains il y a 40 ans. Les AMO travaillaient pour tout le monde,
puis à un moment, on discutait, puis on disait, on va le donner à un tel plutôt qu'à un tel, on va donner un coup de pouce à un tel. Ou ça. On n'en est pas là, évidemment. Mais il faut être très vigilant sur aussi la déontologie, la confidentialité de tous les acteurs, et pas simplement là-haut et les opérateurs. S'agissant de SNCF Réseau a progressé aussi dans son approche, parce que c'est un métier un peu nouveau finalement, et que d'apporter aussi une ingénierie un peu différente, pour peut-être aller encore un peu plus loin dans la façon de remettre en cause un état existant, pour faire en sorte d'être encore plus attentif à ce que pourraient proposer des opérateurs. Et si j'entends bien ce que disait Alix Lecadre, c'est un peu ça la demande. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'avoir un dialogue pour montrer une vraie différence. Parce qu'après tout, pourquoi la concurrence est faite ? Ce n'est pas simplement pour que ça coûte moins cher, parce que ça, ce serait un peu limité, mais c'est aussi pour envisager d'autres manières de produire, une autre qualité de service, d'autres routines d'exploitation. Et là, de ce point de vue-là, c'est un jeu à plusieurs. Et là, il y a besoin à la fois d'avoir des règles strictes de confidentialité, d'équité, mais aussi un dialogue nécessaire pour faire progresser les choses. Moi, j'avais été très marqué il y a 20 ans, quand Louis Gallois et Guillaume Pépi avaient emmené leurs 4 dirigeants, je ne sais pas si Mathieu Chabanel était à l'époque, non, il n'était pas encore à la SNCF, avaient emmené leurs 4 dirigeants en Suisse, qui constitue avec le Japon l'une des mecs du ferroviaire, enfin l'une des mecs, ou du Vatican du ferroviaire, je suis œcuménique, peu importe. Et donc en revenant, ils avaient demandé à leur cadre, premièrement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce voyage ? Formidable, unanime. Qu'est-ce que ça avait été bien, la Suisse, c'est merveilleux ça. Deuxième question, qu'est-ce qu'on pourrait faire en France de comparable ? Rien, on est français. Donc la question qui se pose aujourd'hui dans les régions, c'est bien aussi d'arriver à changer les choses, comme je disais tout à l'heure, à industrialiser, à affronter le défi de la croissance. Et de ce point de vue-là, il y a besoin d'avoir un dialogue très fort. Évidemment, le ferroviaire est un système avec le gestionnaire d'infrastructure, avec l'opérateur historique, avec les opérateurs alternatifs, avec les AMO. Et à ce moment-là, l'AO aura tous les éléments d'un choix politique et financier sur ce qu'elle veut faire pour les 5 ou 10 ans d'un appel d'offres. Je vous propose qu'on prenne quelques questions de la salle, s'il y en a. Bonjour, Michel Delapierre, journaliste. Finalement, merci pour cette discussion qui était très franche et qui allait au cœur de ce sujet, je trouve, épineux. Finalement, la concurrence met du temps à arriver sur les rails en région, mais on a aussi l'impression qu'elle est un peu précipitée. J'ai l'impression qu'il y a en conflit la montée en compétence des régions et le positionnement des nouveaux entrants qui s'épuisent financièrement, en termes de ressources humaines, etc., qui s'épuisent à se positionner sur les appels d'offres qui, pour l'instant, perdent, en tout cas, 3 sur 4. En plus, je note que les régions qui sont contentes, et on le comprend, de récupérer une compétence sur le sujet, à cette occasion, du coup, comme vous l'avez dit, confient, parce qu'elle n'est pas encore totalement compétente, confient à ces fameux AMO d'expertiser les offres, etc. Est-ce qu'il n'y a pas là, je ne vais pas faire de la fiction, mais est-ce qu'il n'y a pas là une précipitation, 2 choses conduites à la fois, où il aurait peut-être fallu d'abord que les régions montent en compétences, tout en restant d'abord en dialogue avec l'opérateur historique, quitte à ce que ce soit des filiales et qu'on rediscute de tout, et ensuite les nouveaux opérateurs qui puissent arriver et avoir comme interlocuteur des régions qui sont à la hauteur d'études des offres et qui puissent, avant le résultat, puissent juger du réalisme des offres, plutôt que d'attendre la fin et dire « Ah ben finalement, ce que la SNCF a promis n'était pas réaliste ». Roch Banco. Je dirais à la fois vous avez raison, mais vous avez une vision peut-être un peu trop abstraite des choses. Et moi, je n'ai pas été assez précis sur le fait que côté région Pays de la Loire, on a renforcé significativement nos équipes pour préparer ce travail. Et donc là, dans la salle, par exemple, il y a des gens qui nous ont rejoints il y a plusieurs mois, voire plusieurs années à la région pour travailler sur le sujet. Donc on renforce nos compétences, mais on va pas attendre plusieurs années d'avoir des équipes formées, en plus qui n'ont pas pu se former avec des procédures. On utilise les procédures en cours pour développer ces compétences à la fois. Et les offres, elles ne sont pas expertisées par des AMO dans une pièce à côté pour ensuite on leur dit alors c'est blanc, c'est noir, c'est blanc, on y va. Non, c'est pas comme ça. On expertise ensemble les offres, équipe, staff région, staff AMO, qui travaillent dans la même pièce, ils ouvrent en même temps les plis, ils regardent, etc. Et ensuite, et nous, ça nous fait monter en compétences, mais c'est notre décision.
C'est notre analyse, c'est notre décision. En revanche, on s'appuie sur l'expertise d'AMO. C'est vraiment comme ça qu'on le mène. Mais en effet, il ne faudrait pas qu'on tombe dans ce que vous décrivez. En tout cas, nous, ce n'est pas comme ça qu'on le conduit. Gilles? Les régions sont souveraines et à chacune sa stratégie. Et j'ai l'opportunité de discuter avec la plupart d'entre elles. Et effectivement, certaines veulent profiter de la concurrence pour bousculer un peu le jeu. C'est une stratégie, mais Roche-Brancourt a quasiment admis que le défi était important, de remettre en cause le système tel qu'il existe. D'autres, finalement, se sont aperçus que si elles se précipitaient, elles allaient au casse-pipe. Et donc, je prends par exemple la région Nouvelle-Aquitaine qui a décidé de refaire une convention pour mieux préparer les appels d'offres avec la propriété intégrale du matériel roulant, avec des ateliers dédiés pour que les rames, justement, n'aillent pas au bout de la France pour être maintenues, etc., et qui vont, dans quelques années, réellement ouvrir. Donc, à chaque région, sa stratégie, mais il n'y a pas de loi générale. C'est ça aussi, la décentralisation. Et d'une certaine façon, il n'y a pas trop à avoir de loi générale. Il faut accepter que chacune fasse comme elle l'entend, et certaines y vont très lentement, d'autres y vont plus résolument. Après, voilà, chacune fait comme elle veut. 2 questions. Oui, bonjour, Olivier Blanc, responsable du développement chez Arriva. C'est une question évidemment pour M. Brancourt, que je salue. Je voulais savoir, on vient d'évoquer aujourd'hui que le ferroviaire s'inscrit dans des temps longs. Et je voulais savoir si l'exigence des politiques d'avoir un grand soir avec 25% de plus d'offres à des prix moins chers, le premier jour de mise en exploitation, est-ce que ce n'était pas, de votre point de vue, une barrière à l'entrée pour les nouveaux entrants? Sachant qu'aujourd'hui, on a une législation pour le transfert de personnel qui est quand même compliquée, et donc les nouveaux entrants auront quelques semaines seulement avant la mise en exploitation le statut exactement de l'ensemble du personnel qui sera transféré dans son exploitation. Comment est-ce que ce grand soir, comment vous, les politiques, vous voyez ce grand soir? Merci. En 2 mots, nous n'avons pas exigé que dès l'entrée en service de la nouvelle convention, on ait un saut d'offre de 25%. Ça nous a été proposé par plusieurs candidats, pas tous. Évidemment, ce que vous sous-entendez, c'est que c'est beaucoup plus facile pour l'opérateur historique de le faire que pour un nouvel entrant. Je l'entends, mais je tenais à préciser que ce n'est pas quelque chose qu'on a exigé au départ. Je ne peux pas dire que ça nous a pas, je peux pas dire que ça nous a pas séduit. Ça n'a pas du tout été le critère numéro 1 de choix, pour être honnête aussi, parce que ça nous a fait un peu peur aussi. Mais voilà, j'avais bien entendu cette remontée, notamment de la part d'Arriva, et c'est un sujet auquel on est attentif parce qu'en effet, il faut que ça soit possible. Enfin, voilà, il ne faut pas que ça soit un facilitateur pour l'opérateur historique, mais ça n'était pas notre demande initiale. Les candidats avaient le choix de nous proposer le ramp-up qu'ils proposaient. Alix, vous vouliez... J'ai envie de dire, faire un saut d'offre, c'est pas forcément incompatible avec le fait de choisir un nouvel opérateur, puisque c'est ce qu'on fera sur la ligne Marseille-Nice, où on va doubler l'offre. Ça dépend beaucoup de la configuration de la ligne qu'on va exploiter et des conditions, j'ai envie de dire, qui accompagnent en fait ce saut d'offre, des conditions contractuelles, des conditions techniques de la période de préexploitation, qui peut être plus ou moins longue. J'ai envie de dire, avec la région Sud, on est dans une forme de travail en commun qui nous permet, avec une période de préexploitation longue, y compris qui est aussi liée au fait qu'on acquiert du matériel et qu'on construit un atelier, mais avec cette période de préexploitation longue, ça permet aussi d'avoir le temps de préparer les choses et de faire ce saut d'offre dès la mise en service. Mais voilà, on ne peut pas juste prendre, je pense, un paramètre tout seul. Il faut vraiment regarder l'ensemble des paramètres d'un appel d'offres pour voir si effectivement c'est raisonnable et faisable pour un nouvel entrant ou pas. Très rapidement, Gilles. Vous évoquiez la croissance, le saut d'offres, mais aussi les coûts. C'est quand même symptomatique de voir que dans des régions qui ont renouvelé leur convention sans ouverture, les prix au kilomètre ont chuté, passé de plus de 30 à un peu plus de 20.
Et donc, c'est de l'argent public. Donc, c'est déjà un premier bénéfice de la procédure que d'obliger l'opérateur historique à remettre en cause aussi un certain nombre de ces process et de ces organisations. Une dernière question. Oui, bonjour Guillaume Costanzo. On est au tout début du processus de mise en concurrence. Une procédure, c'est à peu près 2 ans. Après, il faut a priori 2 ans de préexploitation, l'ordre de grandeur. Très peu de régions ont commencé, certaines ont volontairement différé, voilà. Sachant que maintenant on est limité dans le temps puisqu'on a à peu près jusqu'en 2033. Comment va-t-on faire collectivement ? Est-ce que vous ne pensez pas que, alors c'était une chance pour la région Pays de la Loire, mais des procédures où il y a 4 offres, ça va probablement être la fin ? C'est un optimisme. Ça va créer une concurrence entre régions. Donc ça va faire un équilibre avec les concurrences entre opérateurs. Rien n'interdit aux régions de se parler un peu sur la manière d'organiser leur calendrier aussi. C'est un des sujets dont on doit parler entre régions. Voilà. Après, nous, notre état d'esprit depuis le départ, c'est de se dire que ce sujet, c'est une opportunité pour nous, mais c'est aussi une obligation qui va s'imposer petit à petit à la collectivité. Et donc, il nous semblait pertinent de partir le plus tôt possible et d'afficher notre calendrier dès le départ. Aujourd'hui, notre calendrier d'ouverture de l'ensemble du réseau, il est public, connu depuis très longtemps. Gilles. On voit dans l'urbain que c'est un problème similaire. Il y a parfois des appels d'offres où il n'y a plus qu'un seul candidat. Donc la rémunération des coûts d'appel d'offres peut être une solution. Alix Lecadre parlait de 2 à 3 millions d'euros. Ce n'est pas inaccessible pour un contrat sur 8 ou 10 ans. C'est peut-être une solution de rémunérer les candidats. Et puis, deuxièmement, il faut peut-être voir pourquoi des opérateurs étrangers ne viennent pas. Monsieur d'Arriva prenait la parole. Pourquoi, finalement, il a reculé dans au moins 2. Alors, Pays de la Loire, c'est un peu différent. Pourquoi ils ne viennent pas ? Enfin, il faut analyser un peu tout ça pour que, comme on dit, la dynamique concurrentielle soit la plus forte possible. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour ces échanges passionnants.